Nous allons évoquer toujours la présidentielle du 22 février prochain. Nous parlons ce soir de la position du mouvement du peuple pour la liberté, le MPL, qui ouvre la liste des abstentionnistes. Nous recevons pour évoquer ce sujet Pascal Yigbe, qui est le secrétaire général adjoint de ce mouvement politique. Pascal Yigbe, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. C'est avec plaisir. Alors, dites-moi que devient le MPL, parce qu'on ne vous entend pas beaucoup, hein, disons-le tout de go. MPL est toujours en activité. On ne nous entend pas, bon, je dirais que c'est relatif. Parce que nous sortons d'un congrès extraordinaire le 12 janvier passé. Le dimanche passé, que nous sortons d'un congrès extraordinaire où nous avons même eu à modifier notre bureau. Et nous sommes également penchés sur les préoccupations de l'heure concernant l'actualité politique togolaise. Donc, nous ferons des sorties encore dans les jours à venir. Donc, MPL est toujours en activité. Oui, vous avez évoqué le congrès du 12 passé, mais peut-être... en dehors de ça, on n'a pas, bien avant ces périodes-là, vous n'avez plus été très présent sur le terrain. Ou c'est moi qui me trompe? Je ne dirais pas cela, parce que nous avons plus travaillé avec des fédérations. Et nous étions en vacances politiques. Et ça a permis au fait au secrétariat de plus bouger et de voir le travail qui se fait au niveau des fédérations. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans une année électorale. Donc, si le Congrès devait se prononcer à ce que MPL aille aux élections ou pas, il va falloir un travail au niveau des fédérations. Donc, c'est ce travail que nous avons fait pendant la période des vacances politiques. Oui. Alors, justement, est-ce que au niveau du Congrès du 12 dernier, vous avez évoqué les questions d'actualité, donc notamment la question électorale, c'est bien ça? C'est exact. Quelle a été la position du parti? Bon, comme vous pouvez le constater, le congrès a été fait le 12 janvier, alors que les candidatures ont déjà été clôturées. Oui, donc c'est évident que nous ne pouvons pas, même si nous le voulions, participer à ces échéances-là. Ça, c'est d'un côté. Mais de l'autre côté, MPL n'a même pas voulu participer à ces élections présidentielles. Parce que dans les conditions dans lesquelles elles sont préparées. Et les acteurs eux-mêmes, les acteurs politiques, il n'y a pas du sérieux dans tout ce qui se fait. Et nous ne voulons pas cautionner cela. Donc on a préféré prendre du recul et continuer par travailler pour réellement amener cette révolution citoyenne que nous prenons tous les jours. Oui, c'est plus sur ce côté-là. Mais quand vous dites qu'il n'y a pas du sérieux dans ce qui se fait, qu'est-ce que vous pointez du doigt comme manque de sérieux? Oui, peut-être que j'oublie un tout petit peu la date, mais je me rappelle encore d'un communiqué que le groupe des 5 avait passé au moment où le gouvernement parlait des élections. Quand le gouvernement a annoncé les élections, le groupe des 5 avait demandé à ce que la classe politique se réunisse. Permettez, je pensais que le groupe des 5 a eu à imaginer que ce serait impossible que cette opposition-là participe à ces élections dans ces circonstances. Donc, pour apaiser la tension, eux, ils ont souhaité et ils ont demandé à ce que, entre acteurs, on se rencontre pour discuter des conditions. Mais le problème fort est de constater que lorsqu'on a annoncé les candidatures, même pas avant même qu'on annonce les candidatures, beaucoup de ces acteurs, disant de l'opposition, en même temps se sont déjà positionnés, soit disant qu'ils sont déjà candidats, voyant déjà les circonstances. Mais ce n'est pas du sérieux. Et le régime en place, voyant que même si les conditions ne sont pas réunies, mais ceux qui devaient réclamer les conditions sont déjà dans la danse. Il faut y aller comme ça. Ils ont trouvé que les conditions sont bonnes pour eux. C'est pour cela qu'ils se sont présentés. Alors allons-y comme ça. Donc je ne pense pas qu'il y a un des acteurs, entre les 10, je ne pense pas qu'il y aura un au soir du 22 février qui viendra nous dire que les élections ne sont pas transparentes ou quoi que ce soit. Parce qu'eux-mêmes, ils ont aimé, ils ont admiré, ils ont apprécié. C'est pour cela qu'ils se sont jetés à l'eau. Oui, mais quand des grands partis de l'opposition choisissent d'aller à un scrutin, pourquoi d'autres restent là et disent les conditions ne sont pas bonnes? Qu'est-ce qui, justement pour vous, est source d'inquiétude dans ces conditions-là? Quand vous avez parlé tout de suite de grands partis,
qui est-ce qui fait les grands partis? C'est le peuple qui fait les grands partis. On a vu, il y a des partis qui sont en course, dont on a vu aussi les scores par le passé. Ce Non. pas des partis négligeables. Donc... Je ne dénie pas leur score. Ça, loin de là. Je ne dénie pas leur score. Mais le problème, qui est-ce qui leur a donné cet aura-là? C'est le peuple. Là, il faut écouter le peuple. Que ce soit le pouvoir, que ce soit l'opposition, eux tous savent l'attention ou bien ce qu'exprime le peuple. Et le peuple n'est pas d'accord avec tout ce qui se fait actuellement. Je dirais que c'est comme nous sommes allés à jouer à un spectacle où le peuple est spectateur. Oui, mais quand vous parlez au nom du peuple, vous vous basez sur quoi de scientifique pour le dire? Mais sur la majorité de tout ce qui s'exprime sur les actualités de ce pays. Oui, mais la majorité, vous ne pouvez pas le dire tant qu'il n'y a pas eu une expression dans les urnes. Le peuple n'a d'expression que dans les urnes. Oui, je peux vous le confirmer par les quotas électoraux. Quand on convoque les corps électoraux, quand nous étions allés en 2018 pour les élections législatives, il y a eu combien de pourcentages qui ont participé à l'élection? La CENI a parlé d'une 60% de pourcents. Mais dans la réalité, il n'y a que 5% qui ont voté. Vous avez fait un sondage? Mais il y a eu des sondages. Non, il n'y a pas eu, à ma connaissance, de chiffres qui soient venus contredire, à part des leaders politiques qui ont annoncé tantôt 20%, tantôt tel pourcentage. Voilà. Il n'y a eu rien de scientifique qui est venu contredire ces chiffres. La CENI non plus n'est pas scientifique. C'est elle qui organise le scrutin. Mais elle a organisé, c'est un régime. C'est un régime. Et en plus, un régime dictatorial. La Commission électorale nationale, elle est indépendante. Elle est censée être indépendante, mais elle ne l'est pas. Elle est censée être indépendante. Oui, mais quand vous nous savons les conditions dans lesquelles les résultats sont proclamés dans ce pays. Mais en même temps, quand vous parlez de chiffres fabriqués de 5%, c'est sur quelle base? Vous avez déployé des observateurs, des gens qui vous ont rapporté ces chiffres-là? Oui. Et moi-même, j'étais sur le terrain. Et au moment même où on votait, j'étais dans la veille. Et j'ai vu rarement, il n'y a même pas eu de queue. Oui, mais le Togo, c'est pas la veille non plus. Non, je dis, moi, j'étais dans la veille. Oui. On a eu des observateurs sur le terrain. Mais moi, particulièrement, j'étais dans la veille. Mais j'ai vu comment ça s'est passé. Et on a également eu le compte-rendu des autres rapports. Qui ont pu couvrir les presque 9000 bureaux de vote du pays. Non, on n'était pas sur toute l'étendue du territoire. Oui, ça, c'est justement ça aussi le problème. Parce qu'on a tous constaté. Et nous n'étions pas les seuls. Et les chiffres l'ont montré que dans une certaine partie du pays, il n'y avait pas eu d'affluence. Mais ailleurs, il y a eu énormément d'affluence. Et c'est arithmétiquement qu'on trouve le pourcentage à la fin. Ce débat, nous ne pouvons pas le terminer. D'accord. Nous ne pouvons pas terminer ce débat. Mais ce scrutin-ci, vous appelez à quoi? Au boycott, à l'abstention? C'est quoi votre position clairement aujourd'hui? Nous appelons nos militants et le peuple togolais à boycotter cette élection-là. Pourquoi? Sérieusement. Parce que les conditions dans lesquelles nous allons à ces élections, je dirais que les dés sont déjà pipés. Et le régime s'en sortira toujours gagnant. Le reste, c'est du folklore. Et tous les 9 candidats le savent. Je ne pense pas qu'il y a un seul parmi eux qui pense pouvoir gagner. Ils le diront sur les antennes qu'ils vont gagner, mais ils savent qu'ils ne gagneront pas. Ils y vont pour la figuration. Ils y vont peut-être pour d'autres choses, mais pas pour gagner les élections-là. Et alors, pourquoi encore déranger ce peuple-là? Pourquoi encore déranger ce peuple? Et en termes de conditions qui soient acceptables pour vous, vous pensez à quoi? D'abord, je ne pense pas qu'il soit bienséant que le président de la République, le président sortant, se présente encore pour ce quatrième mandat. Mais les tests l'y autorisent. Les tests, c'est parce que c'est les tests qu'il a fabriqués, il a cousu à sa mesure. Ce sont les députés qui ont fait. C'est les députés de la majorité. On sait comment eux, ils sont venus à l'Assemblée. Nous avons choisi la République et la République fonctionne sur le principe de la majorité. Oui, mais on aussi. Sait comment ces députés sont venus à l'Assemblée. Bon, ça, c'est un débat. Vous avez dit on ne va pas faire ce débat. Non, ça, c'est aussi un débat. C'est aussi un débat du 20 décembre 2018. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on ne va pas faire ce débat. Ah ben, oui. Quand vous entendez le secrétaire général d'un grand parti qui dit à l'autre également qui est venu à l'Assemblée qu'on t'a amené pour venir boire du lait et tu veux demander combien de beurre ont mis ce lait en place, là tu comprends que ce n'est pas le peuple togolais qui les ont choisis, mais c'est de l'amitié qui se sont fait pour venir à l'Assemblée. Donc on comprend, ils vont voter pour qui? Oui, mais donc ça veut dire pour vous, au MPL, la grande crainte, c'est Faure Gnassingbé, vous auriez aimé simplement qu'il ne fût pas candidat? Non, pas forcément. Pas uniquement lui, mais c'est l'un des problèmes, et l'un des problèmes majeurs. Il y a plusieurs têtes pensantes à unir. Pourquoi pas un autre candidat? Mais ça, est-ce que c'est pas la cuisine interne à unir ça? C'est une cuisine interne, mais ça concerne la République. Parce qu'on a aussi l'impression, comme si au Togo, il y a des partis qui pensent qu'eux peuvent décider du
candidat de l'autre parti. Non, pas forcément cela. Si vous n'êtes pas militant d'UNI, pourquoi vous ne laissez pas les gens d'UNI faire leur choix le plus tranquillement possible? Le problème, c'est que UNI a confisqué notre constitution et nous a donné une autre chose comme constitution. Et ça nous dérange. Oui, mais actuellement, le mandat est limité. On va pas... Non, le mandat est limité, oui, certes. Mais le mandat est limité à 2. Oui. Et je ne voudrais pas qu'on revienne encore sur ce débat de rétroactif plutôt. Non, je ne voudrais pas qu'on revienne encore sur ce débat-là. Oui, mais ce débat, il est tranché par les juristes depuis. Aucun test constitutionnel ne rétroagit. Donc, on avance simplement. C'est-à-dire, vous pensez au MPL qu'on ne peut pas battre Faure Gnassingbé, c'est ça? Non, on a tout. Le régime RPT jusqu'à UNI n'a jamais gagné les élections au Togo. Vous êtes très affirmatif. Non, sérieux, eux-mêmes, ils le savent. Je n'invente rien. Et le régime de Eya Dema Gnassingbé le sait, et le régime de Faure Gnassingbé également le sait. Ils savent qu'ils n'ont jamais gagné les élections. C'est pour cela que les élections ne peuvent pas être transparentes pour permettre à ce que toute l'humanité sache qu'ils n'ont jamais gagné. En même temps, est-ce que vous ne pensez pas qu'au Togo, on a l'un des processus électoraux les plus transparents qui soit, où vous avez dans chaque bureau de vote les représentants, les délégués, des candidats qui sont là, qui repartent avec des procès-verbaux avec eux, et qu'à la fin, l'intéressé ne veut pas reconnaître que j'ai perdu, c'est trop facile aussi de dire qu'ils n'ont jamais gagné d'élection. Vous savez ce qui se passe en réalité? Vu de l'extérieur, on voit les délégués de l'opposition dans les bureaux de vote. Mais en réalité, il y a beaucoup de bureaux de vote où ce n'est pas réellement les délégués des partis d'opposition. À qui la faute? Voilà. Je me rappelle, la faute est en grande partie à l'opposition et une partie également au régime en place. Je vais m'expliquer. Et je me rappelle à une formation que nous avions faite pour les élections locales à l'hôtel Ibis, où le formateur nous disait qu'il avait une fois interpellé un des délégués de bureau de vote et il lui posait la question: tu es délégué de quel parti? Et il dit, je ne sais pas si je dois appeler le nom du parti, il dit qu'il est de l'ANC et qu'il est délégué de l'ANC. Et l'expert lui pose la question: est-ce que tu connais M. Fab? Il dit non. Et qui est votre président? Il dit J-Christ Olympio. Vous pouvez comprendre ça? Ce n'est pas un délégué de l'ANC, mais c'est plutôt un délégué que le régime RPT UNI a placé dans le bureau de vote. Parce que, entre-temps, l'opposition, au lieu de se camper sur les réels enjeux, ne l'a pas fait. Alors, UNI s'est en chargé de déposer un nom de sa main dans le bureau de vote afin de signer un procès verbal. Quelqu'un qui te paie et on te demande de signer. Toi, tu vas réclamer pour voir les chiffres, si elles sont réelles. Non. Tu signes, tu prends ton argent. C'est ce qu'il y a malheureusement sur le terrain. Donc, vu de l'extérieur, on dira qu'il y a des délégués dans le bureau de vote, mais en réalité, ce n'est pas les délégués de l'opposition. Alors maintenant, au-delà de la candidature à un 4e mandat de Faure Gnassingbé, autre préoccupation majeure sur le processus? Je vais laisser le régime en place. Quand je reviens au niveau de l'opposition, je dirais, je parlais tout tantôt de la non-sérieux des acteurs. Et nous parlons au jour d'aujourd'hui de candidature unique. On a 9 candidats en face de Faure Gnassingbé. Et on parle de candidats. 8 actuellement, parce qu'il y a un qui s'est désisté. Qui a désisté. 8 en face bon, disons, on a 8 en face de Faure Gnassingbé. Et on parle de candidature unique. On sait ce que c'est que la candidature unique dans ce pays. Mais ça a toujours été la même chose. Et moi, je me rappelle en 2015, par exemple, j'ai eu ce vieux débat avec certains qui se réclamaient candidats uniques. Je leur disais, vous étiez candidat commun. Ils insistaient sur le fait qu'ils étaient réellement candidats uniques. Là, je pense que nous devons retourner sur Google et taper unique pour voir ce que unique veut dire. Pour clore ce débat-là. Bon, de l'autre côté, il y a également, je ne sais pas comment le dire, mais il y a également le programme de société où tu entends les acteurs dire qu'ils sont venus pour faire l'alternance. L'alternance, ce n'est pas un programme de société. Donc tu comprends que les gens ne sont pas sérieux, ils ne sont pas venus réellement pour la cause du peuple, mais ils sont là pour autre chose. Donc dans ce cas d'espèce, tu vois que le peuple se désintéresse de la chose politique. Pas que le peuple est derrière quelqu'un forcément, mais vu que l'atmosphère politique n'est pas sereine, il n'y a pas du sérieux dedans, le peuple ne se sent pas dedans et ils sont spectateurs. Et c'est dangereux pour notre pays. Alors, mais quand vous regardez quand même les profils, vous êtes un parti d'opposition, parmi les 8 de l'opposition qui affrontent le candidat du pouvoir, Faure Gnassingbé, vous n'avez aucun profil qui séduise le MPL? Parmi les 8, nous, on n'en trouve aucun.
si nous prenons excusez-moi le terme, le soi-disant candidat unique, Monsieur Agbeoumi, que je respecte bien, pourquoi MPL va appeler le peuple à voter pour lui? Pourquoi pas? En 2015, à l'investiture du candidat de RPT Unir, Fogna Singbe, M. Agbeoumi Kodjo et M. Djiritama étaient à l'investiture de Fogna Singbe pour l'investir en tant que candidat. Ils ont appelé leurs militants à voter pour lui. Maintenant, en 2015, Djiritama était candidat en 2015. En 2015, oui. Ils étaient à l'investiture. Djiritama était candidat. Et M. Agbeoumi, lui, l'avait demandé à ce que ses militants votent pour M. Fogna Singbe. Vous avez cité les deux. Moi, je fais oui, les deux étaient là. En 2015, Djiritama est allé lorsque Fogna Singbe prêtait serment en tant que président de la République, parce que pour lui, il estimait que le combat politique dans les urnes est terminé. Il est allé assister à la prestation de serment. Mais là, vous parlez d'investiture en tant que candidat. Investiture en tant que candidat. En tant que candidat, ne pouvait pas y être. Oui, il était candidat. Oui, excusez-moi. À l'investiture, Agbeoumi était là. Bon, je ne me rappelle pas des images. Oui, vous pouvez vérifier les images. Agbeoumi était là. Et ses militants avaient voté pour le régime en place. Maintenant, 5 ans après, qu'est-ce qui a changé? 5 ans après, subitement, comment on peut appeler à voter pour le régime en place et 5 ans après, on nous demande que toute l'opposition se réunisse autour de ce candidat? Est-ce que ce n'est pas une sorte de vision manichéenne des choses qu'on a au Togo? Parce que quand vous regardez dans beaucoup d'autres pays, celui qui est actuellement président du Burkina Faso, il a travaillé avec Blaise, il l'a quitté que 8 mois avant la révolution pour devenir président. Au Sénégal, vous avez le même profil, quelqu'un qui a fait toute sa carrière aux côtés de Wade, qu'il est allé affronter dans les urnes après. On a comme l'impression que c'est un crime au Togo, finalement. C'est pas la bonne vision de la chose. Parce que on peut retrouver un autre candidat, même du régime, proche du régime, pour que nous, au niveau de l'opposition, pouvons appeler à voter pour. Donc, je ne veux pas nommer qui que ce soit. C'est le profil d'Agbeoumi qui vous gêne. Oui, mais quand nous voyons la personne aller à l'investiture du candidat qu'il veut affronter aujourd'hui, et 5 ans après, il demande à affronter cette même personne et il nous demande de le soutenir. Nous ne pouvons pas le soutenir. Parce qu'au nom de quoi on va le soutenir? Oui, mais en dehors de lui, il y a 7 autres personnes. Vous avez Jean-Pierre Fabre, vous avez Innocent Kagbara, vous avez beaucoup d'autres personnes en lice. Tous ces pléthores de candidats que nous voyons aujourd'hui, sérieusement, en mon nom personnel, ce n'est pas la position du MPL, mais en mon nom personnel, je pense que cette classe est vieille. Et ils en ont assez fait. Ils nous en ont assez donné. Et même s'ils n'ont pas pu donner ce que nous on voulait, ils ont fait ce qu'ils peuvent. Ils doivent dégager le plancher. Vous vous demandez simplement un boycott total. Oui. Quand vous parlez, je me rappelle une phrase que j'ai lue ces derniers jours sur les réseaux sociaux. On dit que les fourmis étaient si mécontents des cafards qu'ils sont allés voter pour l'insecticide. Résultat, fourmis, cafards et même la cigale qui s'est abstenue sont tous morts. Non. C'est bien beau. Ça ne cadre pas avec c'est bien beau, mais ça ne cadre pas avec nos situations. Oui. Parce que si je reprends nos acteurs, ils ont été tous des acteurs majeurs de notre vie politique depuis 92 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Oui, mais est-ce que vous leur reprochez cela? Mais quand on vous donne de la place pour défendre la cause d'une nation et que pendant plus de 20 ans, vous n'arriviez pas à sortir ce pays de cette situation de la dictature d'Enyasingbe, de la dictature du régime RPT Unir, mais il faut changer. Cela fait déjà au moins 2 ans que vous êtes là, mais vous n'avez pas encore produit de miracles exceptionnels non plus. En réalité, s'ils avaient produit de bons résultats, nous, on ne devait pas exister. Parce que nous ne sommes pas tombés des cieux. Oui. Nous sommes également sortis des partis politiques. Donc ça voudrait dire que c'est parce qu'ils n'ont pas donné de résultats que nous, on a voulu donner un autre ton à la donne. Oui, mais à part l'arbuste qui pousse sous le grand arbre, qu'est-ce que vous avez produit de différent et que vous pouvez dire aujourd'hui, nous, en 2 ans, en 3 ans d'existence, voici ce que nous produisons et qui peut faire que les gens doivent suivre ce que nous disons aujourd'hui? En 1 an et demi, parce que c'est le 9 février que nous aurons 2 ans, en 1 an et demi, banalement, nous avons fait des actions concrètes, des actions sociales. Bien que nous ne dirigeons pas ce pays, nous n'avons pas un portefeuille, nous n'avons pas une caisse au niveau du trésor public, mais nous avons investi nos propres fonds, nous avons électrifié des écoles au niveau de Akato et à Adidogome. Vous pouvez vérifier, l'établissement, c'est nous qui l'avions électrifié. Nous ne sommes pas de la gouvernance. Nous avons également fait des prêts aux dames sans intérêt. Nous ne sommes pas une microfinance, nous ne sommes pas une banque. Les dames, il y a d'autres qui n'ont même pas payé. On a amener personne au commissariat ou bien à la gendarmerie ou bien au tribunal pour réclamer un sou. Parce que nous savons dans la misère dans laquelle végètent nos populations. Nous avons fait des actions
à l'égard des enfants démunis. Nous avons mis d'autres à l'école. Nous avons également aidé d'autres à apprendre des métiers. Donc, nous n'avons pas encore fait 2 ans. Donc, nous pouvons dire que nous avons fait quelque chose de meilleur qu'eux. Parce que, mis à part tout ce que nous disons politique, en fin de compte, il faut que le panier de la ménagère soit relevé. C'est tout ce qui compte pour le Togolais. Ce n'est pas qui a la tête, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour que les Togolais mangent à leur faim. C'est ça la finalité de la politique. C'est-à-dire que vous estimez qu'en matière sociale, les autres n'en font pas du tout, n'en font pas assez? Si quelqu'un le fait, qu'on nous le dise. Peut-être que quelqu'un le fait, nous, on ne sait pas. Mais nous n'avons pas encore eu écho. Alors, quel résultat vous attendez-vous de votre abstention? De l'appel à l'abstention? Nous souhaiterions que le peuple boycotte ces élections dans toute sa grande majorité. Mais pour quel résultat finalement? Oui, pour donner un signal fort, comme ils l'ont également donné pour les élections législatives en 2018, où nous avons vu le taux d'abstention très élevé à plus de 90-95%. Nous souhaiterions également que ce taux-là soit encore appliqué, afin que dans les analyses, même si les gouvernants ne veulent pas le reconnaître, je sais qu'ils font des analyses. Dans les analyses, ils comprendront également le gémissement de ce peuple-là. Et au niveau également de la classe politique de l'opposition, eux aussi, ils font également des analyses. Ils vont également tirer des conclusions. Pour quel résultat, finalement? Mais pour comprendre que ce n'est pas le fauteuil présidentiel à tout prix qui est important, mais c'est le travail de fond qui est important. Vous savez... Mais si on est campé... Vous savez, on ne peut pas en réalité parler de développement du Togo au jour d'aujourd'hui. On ne peut pas parler de développement parce que nous sommes encore dans le béaba de sortie de l'alternance. Nous sommes en train de créer l'alternance. On ne peut pas parler de développement. Tout bon projet que ce régime peut amener ne peut pas avancer. Parce que le projet doit se faire avec le peuple, pour le peuple. Tant que le projet est fait à côté du peuple, le peuple ne s'y retrouve pas. Même on peut investir des milliards dans ce pays, ça ne va pas marcher. Mais ça veut dire que vous ne voyez pas tous les changements perceptibles. Moi, je veux prendre juste les plus récents, depuis que Faure Gnassingbé est au pouvoir. Vous ne voyez pas de changements perceptibles? Le problème avec les statistiques et les organismes... Non, moi, je ne parle pas que des statistiques. Je parle même de ce qu'on peut voir. Oui, je sais. Je voudrais commencer par là. Oui. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on voit des gens qui signent des papiers et qui ont des prêts, des gens qui signent des papiers, qui ont des aides avec les... comment appelle-t-on? Les structures de... FNFI et ces consorts, les gens qui font des prêts et autres là. Mais en réalité, est-ce que la cible réellement bénéficie de ces projets-là? La cible ne bénéficie pas. C'est ce qui fait que la misère demeure et elle est encore plus criante qu'avant. Mais on nous dit que le taux de chômage a réduit. Mais il faut aller... La véracité se trouve dans les plats. La véracité se trouve dans les domiciles. Quand tu rentres dans le quotidien, dans les villages, dans nos villes, le Togo ne s'arrête pas à Lomé. Même à Lomé, il y a la misère qui est criante. Quand tu t'approches des citoyens, tu sens la misère. Et ce que disent les statistiques sont carrément différents de ce qui se passe dans les maisons. Mais vous estimez que le président ne fait rien? Je ne peux pas dire qu'il ne fait rien. Peut-être qu'il essaie de faire quelque chose. Parce que lui-même, il le reconnaît que la pauvreté n'a pas assez reculé, mais elle a reculé quand même. Non. L'incidence de la pauvreté aujourd'hui, en 2015, moi je ne sais pas les chiffres récents, en 2020, pardon, je me crois encore en 2015, c'est pas la même chose qu'en 2018, en 2017. Moi, je ne me fie même pas à ces statistiques. Il y a eu des changements perceptibles. Parce que nous sommes dans la population. Peut-être quelqu'un qui est dans la diaspora, quelqu'un qui est en Europe et autres là, peut se fier aux statistiques. Nous sommes Togolais, nous sommes sur le territoire. Par exemple, il y a une réalité, c'est que par exemple, 20% de part de marché, c'est réservé aux jeunes et aux femmes qui peuvent soumissionner à ces marchés. Il y a quand même des choses qui sont faites, même si on peut estimer qu'elles sont insuffisantes. Les consignes sont données, je suis d'accord. Les consignes sont données. Maintenant, il faut aller à la réalité pour voir si la pratique est sur le terrain. Les consignes sont données, je suis d'accord. Mais est-ce que la réalité, c'est faisable? Est-ce qu'on le fait? C'est là où se pose le problème. Alors, finalement, à quoi faut-il s'attendre dans les prochains jours, les prochaines semaines pour le MPL? Comme je l'avais dit au départ, nous avons une conférence de presse pour présenter le nouveau bureau sorti du congrès à la presse au niveau de l'hôtel Nord-Sud à Adidogomé. Nous allons également parler de notre nouvelle ligne politique. Oui. Quand vous parlez de nouveau bureau, on comprend que vous avez changé de tête du parti, oui, c'est ça? Oui. Il était décevant, l'ancien président? Oui, bon. Il y a une feuille de route pour l'ancien bureau et les congressistes ont jugé bon de ne plus reconduire le même bureau.
Et ils ont préféré une autre personne. Et le nouveau bureau a à sa tête une dame, c'est Madame Koumi Maouto, qui est la nouvelle présidente du mouvement du peuple pour la liberté. Et au départ, vous avez signalé à nos téléspectateurs que c'est le secrétaire général. J'ai également changé de poste. Les congressistes... Non, j'ai dit le secrétaire général adjoint. Oui, les congressistes ont préféré que je sois leur premier vice-président. Ah, donc le bureau sera officiellement présenté à l'hôtel Nord-Sud. Vous êtes maintenant le premier vice-président du MPL. Oui. Merci beaucoup Pascal Yigbe d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Je vais donc rectifier, premier vice-président du mouvement du peuple pour la liberté. Nous allons maintenant marquer la pause et puis on va regarder tous le journal et se retrouver dans une dizaine de minutes dans Regard croisé.